La tempête avait fait rage durant la plus grosse partie de la nuit. Dans le grand lit qu'elle partageait avec sa mère, l'enfant était couché sous la rêche couverture telle que laine, éveillé, l'oreille tendue. Le crépitement de la pluie sur les minces planches en bois citron de la cabane était régulier et insistant. Elle entendait parfois le lointain grondement des coups de tonnerre, et quand la foudre flamboyait, de minces raies de clarté filtraient entre les volets pour illuminer la petite pièce. Quand il s'effaçait, l'obscurité retombait. L'enfant entendit le goutte à goutte de l'eau sur le sol, et elle sut que le toit avait une nouvelle fuite. La dure terre battue se changerait en boue, et sa mère serait furieuse, mais elle n'y pourrait rien. Sa mère ne savait pas réparer les toits, et elle n'avait pas les moyens de louer les services de quelqu'un. Un jour, lui disait sa mère, leur cabane à bout de force s'écroulerait sous la violence des tempêtes. Ce jour-là, nous irons retrouver ton père, répétait-elle. La petite fille ne se souvenait pas très bien de son père, mais sa mère en parlait souvent. Les volets furent secoués par une terrible rafale de vent, et l'enfant écouta le bruit terrifiant du bois qui craque, le vrombissement du papier huilé qui leur servait de vitre, et brièvement, elle eut peur. Sa mère dormait toujours, sans se rendre compte de rien. Les tempêtes étaient fréquentes, mais sa mère continuait à dormir tout du long. La petite fille avait peur de la réveiller. Sa mère avait mauvais caractère et n'aimait pas qu'on la réveille pour aussi peu que des peurs d'enfant. Les murs grincèrent et tremblèrent une fois de plus. La foudre et le tonnerre furent presque simultanés, et l'enfant frissonna sous sa couverture en se demandant si ce serait cette nuit qu'elles iraient rejoindre son père. Ce ne fut pas le cas. La tempête finit par se calmer, et même la pluie cessa. La chambre devint obscure et paisible. La petite fille secoua sa mère pour la réveiller. « Quoi » dit-elle. « Quoi » ? La tempête est passée, maman. À ces mots, la mère hocha la tête et se leva. Habille-toi, dit-elle à la petite fille en cherchant ses propres vêtements dans le noir. 1 heure au moins les séparait encore de l'aube, mais il était capital de rejoindre promptement la plage. Les tempêtes brisaient les navires, l'enfant le savait. Les petits bateaux de pêche qui s'étaient trop attardés ou aventurés trop loin, et parfois même les grands vaisseaux de commerce. Un jour, elles avaient ramassé un couteau à la lame de métal martelé. Après l'avoir vendu, elles avaient fait bombance 2 semaines durant. Mais si l'on voulait trouver des objets intéressants, on ne pouvait pas se permettre d'être paresseux. Les paresseux attendaient l'aube et ne trouvaient rien. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à Fort-le-Vent pour les congés estivaux de la garde de nuit. Vous êtes bien dans Martine à la plage, le podcast qui parle des autres œuvres de notre barbu à bretelles préféré. Aujourd'hui, petite séance de sport extrême, vous voici monté en haut du mur pour se propulser sur les ailes du bon goût et vous causer de Elle qui chevauche les tempêtes, ou plus brièvement Windhaven en anglais. C'est John qui nous a rejoint pour se jeter avec moi dans ce livre qu'on peut dire exceptionnel. Salut John. Salut. Pour petit rappel, dans le précédent podcast la semaine dernière, je vous ai donné les balises un peu temporelles des ouvrages dont on parle. Donc ça se situe à peu près entre 1976-77 pour certaines nouvelles et 1986. Windhaven, ça se situe pile au milieu, c'est-à-dire en 1981. Alors John, du coup, ça parle de quoi, Windhaven ? Alors, Windhaven, c'est sur une planète sur laquelle en fait un vaisseau spatial s'est écrasé il y a fort longtemps. Donc on est revenu à une civilisation, on pourrait dire globalement médiévale, avec des lords, des fermiers, des pêcheurs. Et le seul élément de technologie qu'ils ont gardé, en fait, c'est des espèces d'ailes en un espèce de tissu super résistant, super puissant qu'ils ont récupéré du vaisseau spatial. En français, c'est des voiles stellaires, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais je sais pas ce que c'est le terme anglais. C'est les voiles du bateau, quoi, enfin, du vaisseau spatial. Et donc ils ont ces espèces d'ailes qui se transmettent de génération en génération parce qu'ils n'ont plus du tout la technologie pour en refaire des nouvelles. Et donc ils sont sur une planète, c'est globalement un océan avec plein d'îles éparpillées, avec beaucoup de vent, des tempêtes, des monstres marins, donc passer d'une île à une autre c'est compliqué en bateau.
Donc tu as une caste d'aériens qui du coup se transmettent leurs ailes de génération en génération et qui permettent en fait la communication entre les îles et qui sont considérés comme les égaux des lords de chaque île, quoi. Et donc ça c'est le, le Le postulat de départ, finalement. postulat de Ouais. départ, voilà la situation, donc cette planète avec cette caste. Et on va suivre le personnage de Maris, qui est une fille de pêcheur, mais qui est passionnée par les, les aériens. Donc elle qui rêve de voler, en fait. Et il va y avoir... voilà, j'ai pas envie de peut-être trop rentrer dans le synopsis. Je sais pas ce que t'en penses, ça c'est le postulat de départ, quoi. Si, peut-être quand même dire, en gros, Bon, on peut préciser que c'est un récit d'émancipation, quoi, globalement, au début en tout cas. ouais, en fait c'est un Mm. récit qui a été écrit à la base comme plusieurs nouvelles, et donc la première nouvelle, c'est l'histoire de Maris qui va, je pense qu'on peut dire quand même, qui va être adoptée en fait par un aérien, qui va être élevée comme si elle allait pouvoir avoir des ailes, et qui ensuite l'aérien va en fait avoir un fils, et donc il va y avoir toute cette question d'héritage, de tradition, d'acceptation, de renoncement, de qu'est-ce que ça va donner, tout ça, en gros. Ouais, voilà. Bah, après, oui, c'est l'idée de savoir si vous aimez les récits ou ce que je trouve assez intéressant en celui-là. Sur le départ, t'as vraiment l'idée que elle a ses ailes et elle va devoir y renoncer à cause des traditions, quoi. C'est vraiment le postulat du début du bouquin. Alors, tu disais des nouvelles, c'est des bonnes nouvelles, hein. On est quand même sur Les un novellas, texte. On est c'est sur des des novellas novellas. plus, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'on est sur quand même. Dites-vous bien que le bouquin est divisé en 5 parties. Il y a un prologue, un épilogue qui sont déjà assez longs, mais bon, en même temps, quand on a l'habitude des prologues de Martine, c'est à peu près ça. Et au milieu, vous avez 3 grosses novellas de 100, entre 100 et 150 pages, je pense à peu près. Du coup, je lisais un article sur, enfin, oui, un article de Lisa Tuttle. Donc c'est écrit, oh là là, j'ai même pas dit, c'est écrit à quatre mains Tout à fait. par George Martin et Lisa Tuttle. Donc, ce qui est assez original, je pense que dans la biblio de Martin, c'est à peu près le seul. Il y a un autre truc qui est fait avec quelqu'un dont j'oublie toujours le nom, qui est Gardner, je ne sais plus comment. Ah oui, il a un truc avec Euh, Bozois et ouais, Daniel c'est Abraham ça. C'est ça, Untersven. exactement. Ouais. Il y a qu'avec eux qui fait ça. Mais Martin, il aime bien quand même faire des projets à plusieurs mains, puisque Wildcard, c'est un peu ça aussi. Je pense qu'il Ouais, aime bien l'idée de faire des choses à plusieurs quand même. Et sinon, il ouais. serait pas scénariste de télévision, tout simplement, hein, je pense. Et c'est assez marrant du coup. Donc il y a un article de Lisa Tuttle où elle raconte un peu comment ça s'est fait. Et donc parce que je me suis posé la question parce que je ne savais pas trop comment ça se passe quand tu travailles à deux, Mhm. un auteur, une autrice. Et en fait, ils ont fait du coup pas mal d'allers-retours. Ils ont eu, en fait, ils ont décidé qu'ils voulaient travailler ensemble. Après, il y a Martine qui a eu le pitch de cette idée de départ. Donc en gros, ce que je vous ai dit, une planète avec des îles qui sont joignables que via une caste de gens qui volent. Il y a Lisa Tuttle qui a commencé à écrire un début de truc, qu'il a envoyé à Martine, qui du coup a poursuivi et modifié des trucs, etc. Ils ont fait plusieurs allers-retours comme ça. Et au départ, ils projetaient de faire une nouvelle. Et quand ils ont voulu la publier, l'éditeur à qui ils l'ont proposé leur a dit mais en fait là à la fin de votre truc ça marche pas, c'est trop facile. Donc changez ça et on en reparle. Et là ils se sont dit bah qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on casse tout, mais on est bien dans ce qu'on avait fait. Et donc ils se sont dit bah en fait on va pas faire une nouvelle, on va faire une novella, comme ça on garde ce qu'on a fait et juste on étend le truc, on complexifie, on rajoute des éléments et on en fait donc la première novella du roman qui est Qui s'appelle franchement Tempête. Moi, je l'ai lu en début d'année, et vraiment, je pense que ça va être mon numéro 1 sur le podium de l'année, quoi. Toi, tu me diras peut-être pourquoi tu as choisi ce livre, mais je trouve ça d'une puissance entre ce que ça dit des rapports sociaux et des rapports intimes des gens à leur place dans la société qui est ouf. T'as toujours l'impression d'être étranglé et tout. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti un truc comme ça sur un bouquin. ouais bah c'est clair. En fait c'est ultra bien écrit déjà, Mm, mine de tout rien. à fait. C'est super agréable à lire, c'est ultra fluide, on est
complètement immergé dans cet univers. Et en plus, ça parle vraiment ça aborde des thèmes en fait vraiment forts et vraiment Maris, elle est en lutte en fait contre la société, contre elle-même par moment. Enfin, en plus en fonction des novellas, donc en fonction des parties, il y a à chaque fois un peu un nouveau challenge. Bah, il y a des, il y a, il y a des, il y a des bonnes grosses ellipses en fait, et du coup Ouais, tu te rends compte que la conclusion de la novella d'avant est toujours une forme. En fait, t'as l'impression que les personnages ont beaucoup gagné, et en fait non, ce qu'ils ont gagné, ça va être remis en cause, et la situation à laquelle on commence la novella suivante, il y a une forme d'héritage, mais finalement il y a aussi beaucoup de il y a beaucoup d'oppositions et de traditions qui sont restées par rapport à ce qui a pu être gagné par les personnages, quoi. oui, et puis tu peux avoir des conséquences que tu n'avais pas prévues, c'est-à-dire Ouais. là, première novella, bon bah t'essayes de faire quelque chose, et après bim, on est à peu près 20 ans plus tard, je pense, novella 2, et là en fait ça a eu des conséquences qu'ils n'avaient pas vu venir, donc maintenant il faut retravailler sur d'autres trucs du coup, sur d'autres sujets, et rebim des conséquences, et avec aussi en plus une évolution donc de Maris, le personnage principal, qui est assez intéressante. Avec les thématiques ouais, qui vont jusqu'à des thématiques très fortes. Ouais, voilà. Acceptation de la différence, remise en question de la tradition, euh, deuil, en fait. Il y a beaucoup de thématiques qui sont proches des thématiques du deuil, en tout cas, sans spoiler et sans trop rentrer dans les détails. C'est un univers triste quand même dans l'ensemble, on peut le dire. Il y a quand même une certaine forme de beauté et de tristesse dans le bouquin, je trouve. Ouais, t'as Mélancolie et t'as un univers assez rude aussi. Parce Donc, qu'il va te perdre en fait. Ouais. pour revenir à ce que tu demandais, donc pourquoi moi j'ai choisi ce livre? Pour plusieurs raisons. Donc déjà parce que la plupart des autres livres étaient choisis déjà. Et aussi, Si et aussi- t'avais pu si t'avais pu en choisir un autre, t'aurais pris lequel? en vrai j'aurais probablement pris celui-là quand même. Mm. Parce que bah, déjà parce que j'en ai pas lu tant que ça. Après j'aurais pu en lire un nouveau. Mhm. Moi j'avais lu Song for Laia aussi que j'avais bien aimé, mais moins. Quoique Ice Dragon j'ai lu aussi je crois. Enfin j'en ai lu Mhm. plusieurs en fait. Mais Windhaven, donc moi je l'avais lu franchement il y a au moins 15 ans, je pense, plus de 15 ans. J'avais même pas lu encore Le Trône de Fer à l'époque. Et j'avais adoré en fait. Je me souvenais pas grand chose du livre. Je me souvenais en gros le pitch, les gens avec des ailes sur une planète un peu hostile quand même. Et je me souvenais que j'avais adoré l'écriture, l'ambiance et tout ça. Et donc je me suis dit, mais en fait, ouais, ce livre il était vraiment ultra bien. C'est l'occasion de le relire, de voir si je trouve ça toujours aussi bien. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris lui. Et du coup, est-ce que tu vois des ponts avec un peu le Trône de Fer ou est-ce que ça t'a pas plu, c'est Florexab, en le relisant? Et je trouve qu'il y a des thématiques du coup qui sont en fait plus on voit ce que Martin aime bien faire, c'est-à-dire mettre un peu ses personnages en difficulté, remettre en question la société, etc. Il y a aussi, j'ai trouvé ça marrant, la place du chanteur, Oui, j'ai qui est pensé aussi, ouais. Du dans barde, ouais. du Bard, ouais, qui est dans le Trône de Fer, mais pas que en fait. Pour le coup, je pense Mhm. qu'il revient assez régulièrement dans les écrits de Martine. Là, on a vraiment une place très importante ouais, donc du barde, avec la puissance en fait des mots et des chansons, et le côté, bah, en fait, ceux qui écrivent les chansons écrivent l'histoire en fait. Ce Mhm. qu'on peut presque rapprocher en fait avec là récemment les thématiques de un maître qui écrit un livre d'histoire, bah, Mhm. suivant pour qui il est partisan, il le présente d'une certaine façon et c'est ça qu'on retient. Voilà, on a l'histoire est écrite par les vainqueurs, bah là on a l'histoire est écrite par les chanteurs quoi. L'histoire est écrite par les chanteurs, donc Glee, finalement. Mais Donc ouais, moi dans les trucs qui m'avaient marqué, il y a un personnage qui s'appelle Corbeau aussi, du dit ok, donc il a quand même déjà une petite passion pour ça, je trouve, pour l'idée de l'émancipation par le vol aussi, je trouve que ça va vachement avec dans le même sens, pas du coup que Bran, quoi, donc tout ce qui est ouais, Corbeau, Corneille et compagnie. L'idée que ce soit une caste de volants qui soit un peu dominante sur l'univers, donc du coup tu te penses un petit peu au Targ parce que ça s'échange que par tradition et par
pureté de lien du sang un peu quelque part plutôt que par la compétence. Et la réflexion sur l'héritage aussi, en fait, parce que là, on a une primogéniture mixte, en gros. Ouais, Donc, le premier enfant, qu'il soit homme ou femme, hérite hérite des ailes. des ailes. Mais donc, il y a quand même cette question de est-ce que c'est une bonne façon de choisir pour transmettre ses ailes, de les passer au premier enfant, ou est-ce que il faut réfléchir autrement? Et donc, les questions d'héritage, on les a aussi. Alors, c'est pas exactement le même sujet, mais voilà, il y a beaucoup de questions d'héritage dans le Trône de Fer quand même. Donc, Il y a d'autres trucs aussi, il y a la place des marginaux hein, qui intéresse toujours profondément Martine, il n'y a pas que dans le Trône de Fer. T'as à la fois un peu de John, je trouve aussi dans le personnage de Maris. Enfin, si vous aimez les thématiques de Martine, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas y plonger quoi. t'as le regard entre les castes aussi. T'as Mm. une caste dominante et les gens normaux entre guillemets. Et bah en fait, est-ce que les gens normaux doivent forcément admirer la caste dominante, ou est-ce qu'il peut y avoir plusieurs façons de réagir à ça? Sachant qu'elle est dominante, mais il y a quand même un truc un peu étrange, ça on peut le préciser sans spoiler, c'est que les aériens ont un devoir de neutralité absolue, donc on rejoint un petit peu la garde de nuit là-dessus, je trouve. Ils sont là pour faire passer des messages, mais ils n'ont pas à prendre parti dans les querelles des rampants en fait. Mais ça pose toujours la question de comment tu te ressens par rapport, parce que imaginons ce sont les deux îles dont tu viens qui sont en guerre, comment toi tu te places par rapport à tout ça, et qu'est-ce que ça peut induire de dilemme intérieur, on va dire, derrière quoi. Oui, et en plus en filigrane, alors pas 100% abordé, mais un peu quand même, au moins en filigrane, mais il y a la question de euh, en fait tu peux être neutre, et est-ce que moralement en fait c'est pas C'est un bien. peu. Ouais, Est-ce est-ce que que c'est pas. c'est bien de dire mais moi j'y suis pour rien, j'ai juste transmis le message quoi. Mhm. Ouais, 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 il y a la question de, oui, là, est-ce que la neutralité, c'est pas une fuite, quoi. Donc voilà, vous avez compris, il y a plein de choses à dire sur Windhaven, on ne peut que vous encourager à le lire. Il y a un exemplaire à gagner de Elle qui chevauche les tempêtes en édition poche. Pour cela, il vous suffit de remplir le petit formulaire en description et d'y placer le mot magique que je vais laisser John choisir. Voler. Et bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez profiter de cet exemplaire. On va passer à la dernière section de ce bref podcast. T'as 2 minutes et tu veux conseiller un truc à Grugre Martin pour l'été, qu'est-ce que tu choisis? Bah, je vais lui conseiller un livre que j'ai adoré et qui, à mon avis, peut lui plaire. C'est pas vraiment une lecture d'été, mais c'est la séquence Hartman qui aborde, j'en ai déjà parlé sur la garde de nuit, mais qui aborde plein de thématiques auxquelles Martin peut être réceptif, à mon avis, des questions d'identité, d'acceptation de l'autre, d'altérité, etc. Sachant que c'est dans un cadre SF futuriste avec des IA, des gens sur un vaisseau spatial, plein de questionnements sur la transidentité. Donc pour le coup, je sais pas comment Martin se positionne par rapport à ça. Parce que pour le coup, je pense pas qu'on en est vraiment dans ces livres, mais en vrai, les questionnements sur l'identité, la conscience, le rapport à l'autre, la différence, etc. Mine de rien, c'est le genre de thème qu'il aborde aussi. Donc, et c'est un livre que moi j'ai adoré, qui est écrit par Saul Pandelakis. Donc il faut juste qu'il se mette à lire en français d'ici cet été. Bon, je pense qu'il va avoir le temps puisqu'il y a la grève des scénaristes finalement. Mais Parfait. bah merci John pour cette recommandation estivale. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Martine à la plage et cette fois-ci on causera bah, du coup d'une chanson pour l'IA que toi tu avais bien aimé John. Ouais. Cette fois-ci c'est DNDM qu'on accueillera dans le podcast. D'ici là, dites-nous si vous avez lu Windhaven ou Elle qui chevauche les tempêtes et dites-nous ce que vous en pensez et si ce n'est pas le cas, bah, foncez le lire parce que c'est vraiment très très bien. Bonne lecture à l'ombre du mur et bah, à très bientôt. Ciao ciao.